ai vu très attentif aux 3 keynotes. Vous réagissez par rapport à votre expérience et des questions que ça vous suggère? Je partage un point indéniablement, hein, c'est si on veut du succès dans les projets HR, il ne faut pas que ça reste quelque chose simplement à notre niveau. C'est indispensable d'avoir une adhésion de l'ensemble de l'entreprise et surtout d'avoir une adhésion des dirigeants de l'entreprise. Si c'est simplement à notre niveau, c'est ce que vous disiez, hein, c'est voué à l'échec. J'ai la chance de bosser dans une entreprise dans laquelle on a une adhésion du comité de direction sur nos stratégies et nos projets. Ça tourne, ça fonctionne. L'écoute des collaborateurs, parce que c'est le thème, on est tous très investis sur le sujet et la marque employeur, du coup, a une cohérence avec ce qui se passe dans l'entreprise. C'est pas le monde des bisounours, hein, évidemment, mais il y a une cohérence. Par contre, il y a un thème que j'ai pas entendu en réalité, c'est la notion de business. C'est-à-dire qu'on est aussi là pour faire du chiffre d'affaires. Les entreprises sont des entreprises commerciales. Donc il faut qu'il y ait cette finalité, que ce soit bien envisagé de cette façon-là. Donc c'est peut-être un thème ou un mot supplémentaire. Parce que s'il n'y a pas de finalité business, il faut que ce soit complémentaire. Ça ne fonctionnera pas non plus. Et là, on est toujours dans l'histoire de l'adhésion, du board et du comité de direction. Bah tiens, juste là-dessus. Dans votre élaboration budgétaire, à un moment, les RH, chez SAS France, comme tout le monde, présentent leur budget, voilà, la revue budgétaire. Est-ce qu'on évalue dans la feuille de route économique le retour sur investissement RH? Ça existe, hein? Oui, c'est difficile à chiffrer malgré tout, hein. Est-ce qu'on vous demande, toi, voilà ce que tu dois produire? On ne le voit pas sous cet angle-là. C'est pas pour nous une obligation, hein, d'aller justifier un ROI. Disons qu'on voit les résultats, ça se voit assez facilement sur le recrutement, sur la capacité à pouvoir attirer des talents et des talents de valeur. Donc le ROI n'est pas forcément demandé. On a la chance de ne pas avoir à le justifier aujourd'hui, en tout cas, dans les actions qu'on envisage. On va avoir évidemment à expliquer la légitimité, la pérennité et puis la vision qu'on peut partager. Et encore une fois, la notion de business ici, elle est clé. C'est qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va te rapporter sur ton activité. Très bien. Alors, on va échanger avec vous 6, 3/4 d'heure. On prendra quelques minutes pour échanger avec la salle sur un sujet. Vous l'avez dit, il est écrit à l'écran, c'est l'écoute. Je reprends une phrase que vous nous avez plaidé il y a quelques minutes, j'ai noté, la culture d'entreprise est le miroir de l'ambition humaine et la marque employeur, sa traduction. Vous nous avez parlé de écrire votre exclusivité culturelle. Écrivez votre exclusivité culturelle, parce que ça passe par là. Et pour réaliser ces objectifs, il y a des outils, vous en avez, vous allez nous les présenter. Il y a des postures, des démarches, à commencer par l'écoute. Alors, le casting est là à l'écran, ce qui m'évitera de vous présenter à chaque fois. Ce sujet de l'écoute, qui est une espèce de fil d'Ariane du parcours collaborateur, ça a été dit par plein d'intervenants depuis ce matin. Moi, j'aimerais que vous nous donniez les uns et les autres avec vos expertises, des méthodos. Tout à l'heure, j'ai entendu dire c'est un soft skills, bon, vous embêtez pas avec ça. Mais c'est terriblement compliqué, à commencer pour le management de proximité. Comment ça peut se passer? Alors, j'allais commencer avec vous, madame, si vous le voulez bien, en réponse à cette question. En termes de méthodologie, je vais avoir du mal à vous donner une méthode toute faite. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est clair. En revanche, il y a sans doute des clés qui peuvent permettre que l'écoute non seulement soit réelle, mais soit utile pour l'entreprise et les collaborateurs. Ça, je pense que c'est une certitude. Mais peut-être faut-il aussi s'entendre. C'est quoi? C'est quoi l'écoute? Alors, moi, je ne suis pas théoricienne. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi. Je pense notamment à des psychologues qui ont fait ça de manière très bien, définir ce qu'est l'écoute. Mais en termes de relations sociales, je pense qu'il y a 2 dimensions qui me paraissent assez fondamentales. L'écoute, c'est bien sûr écouter et comprendre les intérêts et les motivations de l'autre, celui ou de celle qu'on a en face de soi. Mais l'écoute, c'est aussi autre chose.
c'est aussi comprendre ce que l'autre, l'individu ou le collectif, ou les deux, a compris de moi. Et ça, on voit bien que cette double dimension, elle est extrêmement importante dans les relations sociales. Et éventuellement dans la manière dont on va pouvoir mettre en œuvre et embarquer les collaborateurs dans la performance globale de l'entreprise. Et moi, je voudrais, peut-être à l'occasion de cette table ronde, insister sur un aspect, peut-être une interrogation autour de la montée en charge qui est souhaitée au regard des dernières ordonnances travail, par exemple, sur l'accord collectif d'entreprise. Ouais. Question, est-ce que l'accord collectif d'entreprise peut être, pour l'entreprise, un moyen, une modalité, peut-être de mettre en œuvre et d'expérimenter des formes d'écoute qui puissent justement porter cette atteinte de la performance globale. Alors, pour ne pas être trop longue, j'ai deux illustrations que je retiens. La première, elle ne m'appartient pas. Hein. Elle est celle qui a été produite par l'ANACT au regard de le diagnostic qu'ils ont pu faire des accords qualité de vie au travail et égalité professionnelle. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent plusieurs années après l'accord national interprofessionnel qui a été signé là-dessus, signé en 2013? Bon, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire. Ils nous disent que, grosso modo, on a des accords qui, dans la grande majorité d'entre eux, sont très formalistes. Pourtant, sur des aspects où, justement, on peut aller et discuter et avoir une écoute très attentive des questions d'organisation du travail, de la manière dont les collaborateurs voient les choses, bon, ça reste très faible sur cet aspect. Ça reste très faible sur la manière dont on aborde les contenus du travail. Ça reste très faible sur justement l'expression des salariés, les modalités d'expression des salariés et la manière dont les managers justement vont être impliqués sur ces aspects. Deuxième expérience, là, elle m'est plus personnelle. Elle résulte d'un échange avec des responsables syndicaux d'un grand groupe français, un grand groupe industriel et technologique, qui a signé là aussi un accord qualité de vie au travail il y a 2 ans. Un bel accord, unanime, signé par l'ensemble des organisations syndicales. Et un accord qui propose des dispositions justement plutôt assez innovantes sur cet aspect. L'accord de groupe, il prévoit que dans chaque entreprise, sur chaque site, il y a au moins 2 réunions par an, réunions de libre expression des collaborateurs sur le contenu du travail, sur l'organisation du travail, et de libre expression aussi, permettant d'aborder la stratégie de l'entreprise et la manière dont on lui donne du sens. Je ne sais pas si vous mesurez l'enjeu et l'importance d'avoir ce type de défi et d'y entrer. Donc voilà une entreprise et un groupe où on s'est bien entendu autour de la table, où on a réussi à faire en sorte d'avoir un accord plutôt assez offensif, validé et valorisé par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Et ben, c'est pas si simple que ça, il y a loin de la coupe aux lèvres. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les acteurs syndicaux? Ils nous disent, bon, en fait, nous, on était très partants, et puis sur le terrain, effectivement, l'intervenant précédent disait qu'entre le sommet et le terrain, parfois, il y a des décalages. Mais oui, il y a un gros décalage entre ce qui a été décidé par un accord de groupe et puis le terrain. Et donc, il y a plusieurs problèmes qu'ils ont identifiés. Juste là-dessus, effectivement, les ordonnances travail ont proposé des ouvertures et on met en place donc des process d'écoute comme celui que vous venez d'expliquer dans cette grande boîte. Pas mal de boîtes mettent en place aussi des groupes miroirs avec réunions régulières avec le board pour réagir, challenger sur la stratégie et les choix stratégiques de l'entreprise. Entre la promesse et la réalisation, est-ce qu'on ne crée pas de la déception? Enfin, l'écoute alibi, ça doit exister aussi. Donc c'est le risque. Alors, les ordonnances ne portent pas en elles-mêmes
la question de l'écoute des salariés. En revanche, ce qu'elles peuvent porter, si les acteurs le saisissent, singulièrement les directions d'entreprise, elles peuvent porter des dispositions qui, par le biais justement des relations sociales et du dialogue dans l'entreprise, permettent de réellement le mettre en œuvre. Mais il y a un risque, justement, par rapport à votre question, si c'est ressenti comme quelque chose qui est de l'ordre soit de la communication, soit d'un artifice. Voilà. Et là, dans ce qui est évoqué de la part des acteurs syndicaux, c'est que entre la volonté commune et la mise en œuvre sur le terrain, il s'est parfois trouvé des moments où des directeurs de site, voire des RH sur les entreprises concernées, considèrent que ça va trop loin, quoi. Et donc, retour en arrière par rapport à ça. Voire même, on essaye de contourner le dispositif. Ouais. Bon. En tout cas, voilà ce qu'ils en disent. D'accord. OK. Alors, on va continuer. Vous, je vous prends comme celui qui écoute tout ça et qui pose des questions, qui réagit. Sur cette pratique-là, qu'est-ce que vous avez à dire? Le passage par les partenaires sociaux, il est indispensable parce que prévu par la réglementation déjà. Donc on ne peut pas se faire l'économie. Après, je pense que tout va dépendre de la relation qu'on va avoir avec nos partenaires. Ça va être plus ou moins facile. Il peut y avoir des accords un peu théoriques qui se créent, avec en effet peu d'adhésion ensuite dans la durée. Dans mon expérience récente, la relation avec les organisations syndicales et les partenaires sociaux est plutôt bonne. Donc c'est facilitateur. Je vous donne un exemple. Alors on n'a pas mis ça en place sous forme d'accord, mais on a convenu avec eux d'organiser tous les ans une enquête sur la qualité de vie au travail et l'identification des risques psychosociaux. C'est important et c'est intéressant. C'est important parce que ça fait partie de l'obligation de l'employeur de s'assurer que pour les collaborateurs, il n'y ait pas de danger. On doit assurer la sécurité, notamment des collaborateurs, et ça en fait partie. Et puis c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une écoute des collaborateurs et de rentrer en profondeur sur des sujets qui sont extrêmement clés pour eux. Donc on peut le faire de façon très formelle, où effectivement ça peut être un risque d'échec derrière, ça reste très formel, ou avec une ouverture un peu plus forte, et là on crée un peu plus d'adhésion. D'accord. Alors, François Jeuze, sur votre boulot d'auditeur social, quelle est la pratique? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que vous apportez à l'entreprise dans votre démarche? Alors, je ne vais pas parler du métier d'auditeur social, sinon on est encore là demain matin. Ça, c'est le premier point. Revenons à la problématique de l'écoute en tant que telle. Tout d'abord, c'est bien gentil de mettre en place l'écoute, mais ce que nous disent bon nombre de salariés, c'est « oui, mais suis-je entendu ?» Il y a déjà un premier biais. C'était les deux volets de sa définition. Les différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que l'on écoute? Et d'une certaine façon, en tant qu'auditeur social, nous avons de plus en plus à croiser des sources d'informations de nature différente. Tout d'abord, on a l'écoute des salariés en tant que telle. Et là, ce que l'on recueille bien souvent, ce sont des impressions, des opinions, un sentiment, et pas nécessairement des éléments qui sont le reflet d'une réalité juste et exacte. C'est comment moi je le ressens. On est bien sur une écoute d'un ressenti. Le travail de l'auditeur, ça va être aussi de séparer le ressenti du bullshit, de l'intoxication ou de la minimalisation des situations. Le manager, je caricature exprès, le manager qui vous dit « mais non, mais tout va bien ». Le responsable syndical, et je suis toujours dans la caricature, c'est la chienlit, rien ne marche, etc. Et le collaborateur qui dit « oh, vous savez, moi je m'en fous, je fais mon boulot ». Et d'une certaine façon, nous avons, en tant qu'auditeur social, dans cette écoute, véritablement, à être en capacité que d'identifier ce qui est juste de ce qui relève de l'écume. Ça, c'est un premier point. Mais on a aussi d'autres techniques qui sont utilisées.
globalement, on va de plus en plus utiliser les données de l'entreprise, des données quantitatives. C'est pas parce qu'il y a SAS à côté qui sont spécialisés dans le décisionnel, etc. Ça va, hein, le placement de produit, tout va bien. Mais on est bien dans des logiques où nous sommes en capacité de faire parler tout un ensemble de données sociales de l'entreprise pour participer à cette écoute. Ces données sociales, ce sont celles qui sont par exemple déjà dans le système d'information. Vous vous doutez bien que lorsque vous avez une augmentation massive de votre absentéisme, qu'il y a peut-être quelque chose qui commence à déraper. Enfin, qui a dérapé. Mais on a aussi donc des données qui sont présentes dans le système, mais on a aussi de plus en plus des pratiques qui relèvent de ce qu'on appelle en bon français le survey, donc en fait les enquêtes de climat social, qui permettent, un peu comme l'enquête QVT fait tous les ans, tous les 2 ans, et je reviendrai sur d'autres types d'enquêtes, qui permettent d'une certaine façon d'aller acquérir de nouvelles données, de nouvelles informations qu'on n'a pas de manière naturelle, qu'un DRH d'une entreprise de grande taille n'a pas la capacité, ne serait-ce qu'en termes de temps et de disponibilité, de faire. Quand vous avez 10 000 salariés, vous pensez bien que le DRH, il ne va pas aller écouter, ça ne marche pas. Et donc ces enquêtes, on va avoir des enquêtes thématiques, on va travailler sur votre ressenti vis-à-vis du management, vis-à-vis de la qualité de vie au travail, vis-à-vis des risques psychosociaux. On a tout qui peut apparaître. La difficulté, c'est que derrière tout cela, vous avez ce que moi j'appelle les difficultés statistiques. C'est-à-dire que pour être précise, une enquête, c'est une enquête classique, hein. On va faire attention à la manière dont on va rédiger les questions. Or, je vois très souvent des enquêtes dans les entreprises. Les questions sont rédigées un petit peu à la va-vite. Moralité, quand on essaie de les analyser, on se dit « oui, mais alors, c'est dû à ça ou c'est dû à ça ?» Et on ne sait pas. Donc, la qualité de rédaction des enquêtes, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, très souvent, en termes d'analyse, moi, ce que je vois, c'est « oui, mais en moyenne, ça va bien. Hein. » Oui, en moyenne, ça va bien. Sauf que vous apercevez pas qu'il y a des services où ça va très bien et des services où, entre guillemets, ils sont complètement au bord de la rupture. Les statistiques, les moyennes, c'est l'arbre qui cache la forêt et des situations extrêmement différentes. Et donc, tout le rôle de l'auditeur social, de plus en plus, c'est certes d'être dans cette relation individuelle de ce qu'on va appeler les enquêtes qualitatives et d'être en capacité de traiter des enquêtes quantitatives par des outils statistiques de plus en plus évolués qui vont nous permettre d'identifier ce que moi j'appelle, et ce qui est appelé par Hubert Landier, c'est ce qu'on appelle les irritants sociaux. Oui. Globalement, c'est quoi les cailloux dans la chaussure? Deux questions là-dessus. Donc, un audit social a une approche objective sur des données quantitatives, des statistiques. Ça, c'est une première source d'information, et qualitative, avec audit, groupe de parole, etc. Le terrain de l'entreprise se complexifie. Tout devient complexe, tout est complexe. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça se transmet dans les audits, ça? Bon, entre guillemets, on a... Est-ce que ça se transmet dans les audits? Pour en réaliser depuis 92, donc vous voyez, au siècle passé. Les résultats ne sont pas fondamentalement différents. Non. C'est très inquiétant aussi pour mon boulot, hein, très honnêtement, ouais. Parce que globalement, si ça n'a pas bougé... À quoi vous servez? Voilà. Mais fondamentalement, tout un ensemble de positionnements vis-à-vis de l'attachement au travail. On parle de marque employeur. Vis-à-vis du rapport au travail que l'on a. En fait, on s'aperçoit qu'on est à peu près toujours dans les mêmes eaux. Attention, parce que même ces audits, ce sont des recueils de ressentis. Ouais. Ça ne veut pas dire que la situation ne s'est pas améliorée. Ça peut vouloir dire aussi que les collaborateurs sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de ce qu'ils attendent du travail, ça, de ce qu'ils attendent de l'entreprise. C'est une donnée qui a évolué là, depuis 92, ça. Bien sûr. L'exigence du collaborateur. Tout à fait. Alors, c'était ma deuxième question. On parle, c'est le thème de cette journée, hein, la marque employeur.
comment un audit social peut-il nourrir une marque employeur? Comment je peux utiliser la matière que vous produisez pour muscler ma marque employeur? En aucune manière. Oh, super, bravo. Non, je suis désolé, un audit social n'est pas là pour nourrir la marque employeur. La marque employeur, il y a quelqu'un qui a dit, vous savez, c'est ce qui se passe à l'intérieur qui fait que ça brille. Si vous faites un audit social simplement pour une logique de marque employeur, vous passez à côté de tout. Oui. L'audit social, il va falloir le faire pour reposer tout un ensemble de questions vis-à-vis du travail, de la qualité de celui-ci. Et c'est une fois qu'on a résolu cela que l'on agit sur la marque employeur. Sous-entendu, d'une certaine façon, on va utiliser non pas l'audit en tant que tel, mais les plans d'action qui sont mis suite à l'audit, dans le cadre éventuellement d'une marque employeur. Mais attention, c'est pas. Attendez, je vais vous dire vous allez voir, demain, ça va être génial. La marque employeur, ça doit reposer sur des faits réels, concrets et constatables. Bien sûr, mais vous fournissez quand même avec votre audit ce que vous appeliez tout à l'heure les aspérités, quoi. Les moyennes faussent le sujet, mais les aspérités, c'est intéressant et c'est certainement de la bonne matière pour prendre de la décision derrière. Normalement, oui. Ouais, mais non. Après, toutes les solutions sont différentes. D'accord. Et je vous prends un exemple. Parce que quand on parle de statistiques, ces éléments qui sont bien souvent des éléments de moyenne, c'est assez basique, on ne va pas très loin. D'accord. Je me rappelle que pour une entreprise de la région, nous avions fait une enquête et par des techniques statistiques très particulières, on avait réussi à identifier que le niveau de satisfaction vis-à-vis du travail, important pour la marque employeur, c'était quelque chose qui était la combinaison de 14 grandes situations. D'accord. Alors l'entreprise ne va pas travailler sur les 14. Ouais. Elle va identifier celles qui apparaissent les prioritaires. Donc c'est intéressant. L'audit peut... L'audit va nous donner des pistes. Ah oui, donc c'est intéressant. Vous utilisez ça, vous, Yannick? Je partage. L'audit social, il n'est pas fait pour travailler la marque employeur, en tout cas pour être utilisé dans la marque employeur. Autrement, ça biaise le dispositif. C'est pas ça qu'on recherche. La marque employeur, on va pouvoir communiquer dessus via des enquêtes comme Great Place to Work, par exemple, ou des labels type Top Employeur. C'est pas la seule finalité de ces labels, mais en tout cas, c'est de cette manière-là qu'on va travailler la marque employeur. On peut rentrer plus en profondeur si on ne l'utilise pas en communication derrière, à mon avis. Et les questions posées ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, on utilise, nous, les services d'un organisme dont c'est le métier, d'aller chercher non pas le fait que tout va bien dans l'entreprise, si je caricature, mais plutôt là où il y a des difficultés. Donc le positionnement est très très différent à mon sens. Très différent. Ok. On va passer à une autre proposition, un autre outil qui est celui de la médiation avec Bruno Carli, donc fondateur, dirigeant de Amae Conseil et Médiation. Alors, Art Nouveau, j'ai testé, moi, il y a quelques semaines avec une collaboratrice et c'est efficace. Expliquez. La médiation, en quelques mots, c'est retrouver le lien, la force du lien, dans l'idée de rendre les gens qui sont en médiation libres de penser par eux-mêmes. Parce qu'en fait, ce qui fait la qualité d'un lien, d'une relation à soi ou aux autres, c'est la mise sous contrainte plus ou moins forte que chacun peut avoir dans l'expression de sa propre liberté de penser. Et la médiation va mettre en place un processus de dialogue où chacun va pouvoir reprendre la main sur son élaboration de pensée, sur la proposition relationnelle qu'il y aura à faire derrière et sur la mise en œuvre du plan d'action. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans la médiation. On peut voir la médiation sous différents angles. Il y a des médiations qui sont plutôt à connotation, réglementaire, où là, on rappelle la loi et c'est important de respecter la loi, mais on est toujours dans des logiques d'adversité. Il y a des médiations qui sont plutôt des connotations avec des connotations psycho, où on considère que finalement l'homme est une tragédie et qu'il est pathologique par nature. Et là, il est contraint par sa pathologie, donc c'est encore de l'adversité.
On peut aussi considérer que l'homme est contraint par, ou en tout cas dirigé par des forces spirituelles, confessionnelles, et là on est encore dans le domaine de l'adversité. La vraie médiation, la médiation humaniste, la médiation qui redonne le pouvoir à celui qui est en médiation de penser par lui-même, c'est une médiation qui est inconditionnelle des propos portés. C'est-à-dire que le médiateur va à aucun moment porter jugement, porter évaluation, porter conseil sur la proposition relationnelle qui va être faite par les gens qui sont en médiation. Et ça, c'est fondamental. Donc en fait, le processus d'écoute, quand je vous écoutais depuis tout à l'heure, en fait, vous parlez de l'écoute. L'écoute, moi, j'aurais une définition toute simple, c'est la force de la relation, la force du lien que j'ai avec moi-même, avec les autres, avec un projet d'entreprise. Et mettre en place un processus de médiation, eh bien, c'est de permettre à chacun de pouvoir rétablir ce lien dans un processus d'écoute dirigé par le médiateur. Mais en fait, est-ce que c'est l'écoute qui est la finalité de tout cela? C'est le moyen. C'est un moyen. L'écoute est un moyen. Et la finalité, c'est une relation durable, c'est une relation forte à l'environnement, à un projet, à soi, parce que quelquefois, on est en difficulté d'écoute vis-à-vis de soi-même. Et le médiateur peut être cet homme ou cette femme qui se balade sur ce fil relationnel entre le projet, entre l'équipe, etc., et qui permet de rétablir ce lien relationnel, cette force de lien, et de laisser la liberté à chacun de choisir ce qui est bon pour soi. Vous avez des exemples avec ce à quoi ça aboutit? Qu'est-ce que ça a produit? Alors j'ai un exemple... Peut-être démystifier, parce que on sera en droit de se dire, oh là là, mais la médiation, c'est complexe, il faut un pro, c'est peut-être juste une réunion d'1 heure avec les deux parties. Hein. En fait, la médiation, c'est tout sauf du bon sens. C'est de la structure. C'est un vrai processus. Souvent, on dit, bon voilà, quand on est en conflit, on n'a qu'à mettre tout le monde dans la même salle et puis on va s'expliquer entre nous. Ben ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Une médiation démarre systématiquement par des entretiens individuels. Donc il y a une phase, la première phase de la médiation, c'est de l'entretien individuel. Où là, effectivement, on va déconstruire la logique relationnelle. Enfin, c'est pas moi, en tout cas, c'est la personne qui va comprendre dans quelle logique relationnelle elle s'est mise. Et petit à petit, retrouver le lien avec un projet relationnel qui lui semble beaucoup plus satisfaisant. Une fois que le médiateur aura entendu la partie A, la partie B en individuel, qui se sera baladé sur ce fil relationnel, il va pouvoir voir émerger un projet relationnel qu'il va pouvoir mettre en œuvre dans une réunion collective. Donc la réunion collective, c'est dans un second temps. Dans les entreprises que vous connaissez qui pratiquent la médiation, c'est une proposition qui est faite à l'ensemble de la communauté des collaborateurs qui peuvent faire appel à une médiation lorsqu'il y a un sujet, ou alors c'est juste le management? Comment ça se passe? En règle générale, et malheureusement d'ailleurs, en règle générale, on est appelé quand la situation est vraiment une situation de crise. C'est-à-dire qu'il y a une rupture du lien. Or, avant qu'il y ait rupture de lien, il peut y avoir des gratouillis, des choses qui sont inconfortables, des choses qui sont de l'ordre d'une relation qui commence à se dégrader, sans pour autant être conflictuelle. Et on est souvent appelé médiateur à des moments très conflictuels. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc le rôle du médiateur, c'est d'intervenir le plus en amont possible dans une proposition qui est d'ailleurs souvent faite en lien avec les partenaires sociaux, sur un dispositif effectivement d'écoute des collaborateurs, permettant de pouvoir poser à un moment donné des difficultés relationnelles et de pouvoir retisser les liens avant que le conflit n'éclate. Parce qu'une fois qu'on est dans le conflit, c'est très très rouge, quoi. Ça devient très compliqué. Ouais, cette proposition c'est bienveillant, quoi. C'est serein. En tout cas, c'est très audacieux pour une entreprise, une direction d'entreprise, de dire j'offre à ma communauté de travail un dispositif qui permet à chacun de travailler le lien, de travailler la relation. Vous pratiquez? Oui, ça nous est arrivé. On a eu à mettre en place des médiations, alors soit en interne, les médiations judiciaires aussi. Donc il y a eu différents cas de figure. On arrive sur la médiation vraiment quand on est, vous le disiez, quand on est très avancé dans le conflit. Donc la difficulté, c'est d'aller déminer tout ça.
avant de rentrer dans la médiation, il y a tout un tas de discussions qui se font en interne. Le rôle du manager, il est clé. Alors évidemment, quand c'est le manager qui est mis en cause, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est privilégier l'écoute en interne, c'est le réflexe des entreprises. La plupart du temps, ça fonctionne quand il y a une bonne relation. C'est-à-dire quand il y a une volonté d'ouverture des deux parties. La médiation, elle peut fonctionner que comme ça, hein. Il faut de l'ouverture des deux côtés, de la partie 1, la partie 2, sinon ça ne fonctionne pas, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc oui, on a pu le faire avec des retours différenciés, positifs ou négatifs. On a eu les deux cas de figure, hein. Il y a des médiateurs qui nous disent bon, bah, ça ne fonctionne pas, stop. Et vous, entreprise, vous prenez vos responsabilités. Très bien. Alors, donc, voilà un outil. Autre outil que vous pratiquez peut-être, l'enquête collaborateur. Julien Brezin, qui est directeur général de Great Place to Work. Alors, vous avez quelques champions dans notre région. Hein, Beaucoup. Ouais. Il y a un nid, hein. Il y en a plein dans le Nord, il y en a plein dans chaque région, en France, partout, et à l'étranger. Il y a plein de belles boîtes où il se passe plein de belles choses. Ouais. À quoi ça sert? Comment on procède? Donc vous avez une démarche très normée, hein, avec des indicateurs très précis. On n'est pas forcément obligé d'aller tout de suite dans ces modèles-là, mais comment ça se passe? Quels sont les ingrédients d'une enquête collaborateur efficace et utile? Alors, moi, je reviendrai juste sur quelques mots qui ont été cités tout à l'heure. Le ROI, très clairement, ça marche. On le voit aujourd'hui sur des KPI RH, sur l'absentéisme, on en parlait, sur évidemment les accidents du travail, quand il y a malheureusement dans des cas avec des métiers où il y a un risque qui est important. On le voit effectivement en attractivité avec le nombre de personnes qui vont postuler pour un poste. Ça, on peut le mesurer très très bien et on a la chance de pouvoir le faire avec certains de nos partenaires et on le voit de manière très concrète. Le ROI aussi, il est vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis des clients de la boîte. Il est évident qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes dans des univers, la réciprocité des attentions est forte entre un collaborateur et ses clients. Si le collaborateur se sent plutôt bien, plutôt écouté et entendu dans la boîte, très clairement, le NPS, qui est souvent l'indicateur qu'on utilise pour étudier la perception et la satisfaction des consommateurs, là aussi va impacter. Et le ROI, vous le voyez financièrement aussi. Très clairement, aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un thésard à la maison qui fait en ce moment une thèse sur cette thématique et qui vient prouver concrètement, financièrement, la valorisation pour l'entreprise financière de s'intéresser à ses collaborateurs. Ça paraît tout bête, mais c'est bien de pouvoir le prouver. Donc, ROI, c'est clé. 2, on a parlé de méthodo. C'est sûr qu'aujourd'hui, il faut avoir une méthodologie. Il n'y a pas de bonne méthodologie pour l'écoute. Il y a une chose qui est certaine, c'est que pour entendre, ce qui est très important, c'est de vous appuyer sur un corpus méthodologique qui soit simple, partagé par tous, et simple. La clé, c'est qu'il faut faire simple, parce qu'il y a derrière, il n'y a pas 500 000 actions à mettre en œuvre, il y a 3, 4, 5 actions à faire pour cette année. L'année d'après, vous en reprenez 3, 4, 5, et petit à petit, vous améliorez la situation dans votre entreprise. Et pour clarifier ça, ça demande d'avoir des questions simples. On le voit en politique quand on fait des référendums, quand la question est mauvaise, la réponse qu'on a est mauvaise, sans faire évidemment de lien avec ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. C'est la difficulté aujourd'hui. Donc poser des questions selon une méthodologie normée, organisée, structurée, c'est clair. Après, c'est hyper bien d'avoir d'autres outils qui vont vous aider à sentir comment ça se passe de l'autre côté en termes plus d'écume, en termes de ce qui se passe, en termes de quelque chose de plus vécu immédiatement. Mais ayons une écoute structurée une fois par an. Les IRP sont... Une fois par an. Bah, minimal. Si vous voulez faire 2 fois par an, c'est encore mieux. Mais déjà, une fois par an, faites-le chaque année. Chaque année, vous revenez, vous écoutez vos collaborateurs. Après, moi, le dernier point dont je voulais parler... Juste là-dessus, avant le dernier point, c'est quoi le podium des 3 indicateurs évidents à sortir d'une enquête collaborateur, les incontournables? Alors, il n'y a pas d'incontournable. En fait, ce qui est important, c'est la méthode que vous allez utiliser. J'allais y venir. La méthode que vous allez utiliser, la démarche de Great Place to Work, elle n'est pas géniale, elle est simple. C'est juste de dire quelque chose d'évident. C'est pour que votre collaborateur il se sente bien, la relation
et je reviens sur la médiation, la relation clé, c'est la relation de confiance. Confiance entre le manager, le collaborateur, son environnement de travail, ses collaborateurs autour de lui, son manager. C'est la clé, c'est presque le seul mot qu'on n'a pas utilisé, c'est les managers. Mais la clé de voûte de la politique aujourd'hui, de l'entreprise, de son EVP, etc., c'est le manager, c'est ce qui va faire vivre à chacun des collaborateurs. Qu'est-ce que nous disent tous les gens? Ils partent pas parce qu'ils n'aiment pas la boîte, ils partent parce qu'ils peuvent plus saquer leur manager. C'est pour ça que les gens s'en vont. Donc aujourd'hui, la clé, c'est de remettre le manager au cœur de cette action-là, ce qui ne veut pas dire qu'on enlève les IRP, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de la médiation, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'audit social, au contraire. C'est juste donner au manager le temps et les datas pour pouvoir faire son travail. Et son travail de manager, c'est se balader sur le fil relationnel dont parlait monsieur. C'est ça son job. Et c'est ce qu'il va faire, et pour le faire, s'il peut s'appuyer sur quelque chose qui soit un peu éclairé par une méthodologie claire, organisée, structurée, chaque année, il va s'améliorer. Chaque année, il va s'améliorer. Ouais. Une question complémentaire. Que pensez-vous de cette tendance aujourd'hui où des marques utilisent le contenu de leur marque employeur pour leur communication commerciale? Le Crédit Agricole avait ouvert le bal il y a quelques années. Là, actuellement, la campagne Intermarché où on voit le responsable de magasin parler de son métier, les producteurs, etc. Il y en a plein qui vont là-dedans. La SNCF l'a fait aussi. Bon. Moi, je ne vais pas vous dire que ça me choque. Utile, pas utile. Perso, je trouve ça super. Quand vous achetez un produit, vous achetez aussi tout ce qui vient avec, tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et si une entreprise peut être valorisée parce qu'elle s'occupe bien de ses collaborateurs, parce qu'elle s'occupe bien de payer ses impôts, parce qu'elle s'occupe bien de la RSE, c'est plutôt pas mal et je trouve ça plutôt bien, moi. Alors vous, le pro en la matière, comment vous repérez les mauvais élèves, les truands de la marque employeur? Alors, je ne sais pas s'il y a des truands ou des mauvais élèves. Je pense qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont plus ou moins authentiques. Et monsieur nous... Ah bah, il est parti. Non, mais vous avez des trucs... je me rappelle Geneviève Ferron, qui a été la première à établir des grilles d'analyse de l'investissement non pécuniaire des entreprises. Disait, moi, mon premier truc, c'est vous me donnez 2 heures pour me balader l'entreprise, j'ai compris. Est-ce que vous avez des trucs, vous? Nous, on a notre questionnaire, j'ai envie de vous dire, notre méthodo. C'est incroyablement lisible et c'est évident que vous voyez énormément de choses en interrogeant s'il y a 200 collaborateurs dans la boîte. Vous leur faites passer le questionnaire et très vite vous allez savoir ce qui se passe. Et ça ne veut pas dire que ce soit parfait, mais en faisant les tris dont parlait monsieur, en disant voilà, on va s'occuper évidemment dans le respect de la confidentialité de tel poste, telle fonction, vous allez tout de suite voir ce qui se passe dans la boîte. C'est d'une clarté limpide. Vous vous sentez éligible à Great Place to Work? Ils ont un beau stand, hein, vous irez les voir tout à l'heure. Oui, non seulement on se sent éligible, mais on est dans le classement. On travaille ensemble. D'accord. On a la chance d'être dans le top 10 des entreprises de 50 à 500, donc oui, c'est le cas. La proximité managériale, elle est clé. Je pense que le lien, tu donnais, ce genre de choses, je vous tu donnais le nom tout à l'heure. Hein, manager, effectivement, c'est clé. La proximité existante, je suis d'accord, hein, c'est l'une des raisons pour laquelle on part d'une entreprise. Pas que ça peut être l'éthique, les valeurs. C'est pas le salaire, hein, on met ça de côté. La relation du manager, elle est clé. On fait des enquêtes de satisfaction, vous l'avez compris, hein, Great Place to Work, l'enquête interne, mais ça remplace jamais la discussion directe entre le manager et ses collaborateurs, voire même le manager et des collaborateurs d'autres équipes, et puis le fait que les dirigeants de l'entreprise ne soient pas dans leur tour d'ivoire, mais descendent discuter à la machine à café, et puis s'échanger avec les collaborateurs. La proximité, elle est clé. Ouais. Nous, la clé comme vient de le partager, la clé, c'est de déclencher l'échange. Parce que tout le monde est pris par une masse opérationnelle de malades, donc il faut déclencher l'échange. Ring de bell, ou boum. Et en fait, à ce moment-là, le fait d'avoir une enquête annuelle, ça mobilise et ça permet, une fois de temps en temps, de penser à cette démarche. Parce que sinon, encore une fois, tout le monde est enseveli sous sa charge opérationnelle. Alors, merci à Léopold Denis d'avoir patienté. Je voulais terminer par vous parce que lui vient nous dire qu'il est aussi possible
de rendre acteur chacun des collaborateurs, des salariés d'une entreprise, acteur de sa qualité de vie au travail. Parce que l'approche classique et doctrinaire serait de dire ta qualité de vie au travail, je m'en occupe, ton board, ton patron, ton manager, il s'en occupe. Donc vous retournez le process. Expliquez votre métier. Ouais, merci beaucoup. Alors déjà, je tiens à dire que c'est pas parce qu'on a une façon de voir qui est différente qu'on est en désaccord avec tout ce qui a été dit. On est complètement en accord. Quand on regarde toutes les recherches qui ont été faites sur la qualité de vie au travail, elles montrent que 50% des facteurs impactant la qualité de vie au travail sont organisationnels et donc relèvent de l'organisation, donc du manager, des ressources humaines, de la direction, etc. Et les 50% restants relèvent de l'individu lui-même. Parce que chaque individu, a priori, s'il travaille en entreprise, c'est qu'il est majeur et vacciné, et donc il va avoir lui-même un impact sur sa vie professionnelle et sur sa propre qualité de vie au travail. Comment? Grâce à la façon dont il va gérer son stress, sa communication, son investissement dans son travail, etc. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire avec Moodwork, c'est de remettre l'individu au cœur de la qualité de vie au travail, en faisant comme ce que la direction a. La direction, elle a des outils qui vont lui permettre de prendre le pouls, d'agir sur la qualité de vie au travail. Le salarié, on va lui donner les mêmes outils à son niveau à lui. Donc via une application web et mobile, on va en fait lui donner des outils d'analyse pour qu'il puisse s'autodiagnostiquer, des outils d'action pour qu'il puisse, on va dire, agir sur sa qualité de vie au travail avec des contenus spécifiques, et des outils d'accompagnement, parce que tout comme une entreprise va avoir des consultants, le salarié, il a aussi besoin, lui, d'échanger avec des spécialistes. Alors, c'est un outil à marque blanche que vous proposez aux entreprises et qui le déploie, c'est ça? Non, c'est la marque Moodwork toujours, oui. Parce qu'il faut absolument garder, on va dire, ce tiers de confiance qu'est Moodwork. Parce que c'est le tiers de confiance, d'accord, oui. Voilà, oui. C'est l'entreprise qui va payer un abonnement pour ses salariés. D'accord. Parce que tout de même, il ne faut pas mettre de côté que s'il y a des externalités négatives sur la vie du salarié, elles proviennent généralement de son entreprise, parce qu'il a un emploi. Donc c'est à l'entreprise de lui offrir cela, et c'est au salarié de l'utiliser derrière. Vous pouvez nous parler d'un ou deux retours d'expérience de clients, de boîtes avec lesquelles vous travaillez? Qu'est-ce que ça produit? Bien sûr. Alors, déjà pour commencer, je tiens à préciser une chose, que souvent on a tendance à parler de la qualité de vie au travail comme quelque chose de général dans l'entreprise. Nous, notre vision, c'est que la qualité de vie au travail, c'est la somme des qualités de vie au travail individuelles. C'est parce que chaque personne individuellement va bien que l'entreprise va bien de façon générale. Donc Moodwork permet d'agir de façon individuelle. Aujourd'hui, on a commencé à commercialiser Moodwork il y a 3 ans environ, un peu moins de 3 ans. On accompagne un peu plus de 15 000 salariés en France, en Belgique et en Suisse. Et ce qu'on remarque, c'est que les salariés sont soit complètement réticents à l'utilisation, soit complètement adhérents. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'ils se disent moi j'aimerais bien agir, et puis tout d'un coup on leur donne les outils, pour comprendre. Parce que si vous regardez les médias, on vous parle tout le temps de burn-out, d'absentéisme, de dépression, etc. Et à quel moment est-ce que le salarié lui-même arrive à se situer dans tout ça? Lui, il le voit comme une masse générale, pourtant il est en plein dedans, dans son quotidien, mais il n'arrive pas à se situer par rapport à tout ça, et il n'arrive surtout pas à se dire mais comment est-ce que je peux agir dessus? Parce que tout le temps, ça fait 30 ans qu'on travaille sur les sujets de qualité de vie au travail, et ça fait 30 ans que c'est une poignée de personnes en entreprise qui gèrent le sujet, alors que c'est censé être le sujet de tout le monde. Donc vous, votre outil part de la base et on consolide toute cette expression de la communauté des collaborateurs pour en faire un baromètre de la QVT dans l'entreprise. Hein. Alors ça, non. Non. Nous, on est vraiment sur l'individu lui-même. On ne va pas consolider l'information qu'on a pour la donner à l'entreprise. Ouais, mais moi, employeur, si j'utilise votre truc, votre solution, moi, ça m'intéresse d'avoir des données consolidées quand même. Bien sûr. Passer à l'acte. Nous, toutes les entreprises avec qui on travaille ont également une action sur l'organisationnel et font des audits, des enquêtes, etc. S'ils ont besoin d'avoir l'information, généralement, ils l'ont autre part. Il n'y a pas besoin de redemander l'information à un autre outil. Surtout que Moodwork ne peut pas fournir ces informations. D'accord. Parce qu'il va y avoir un biais cognitif. Ce sont les personnes qui sont intéressées par le sujet qui vont aller sur l'outil. Vous nous racontez une belle histoire concrète? Oui, bien sûr. Alors, on a commencé il y a environ 1 an et demi à travailler chez Engie. On accompagne 700 salariés chez eux. Et il y a eu des retours tellement positifs de la part du terrain, des managers qui ont vu une différence entre l'avant et l'après sur la relation qu'ils avaient avec leurs salariés.
qu'à la fin de l'année, on va passer à 10 000 salariés et on est en discussion pour l'année prochaine en toucher encore plus. Et c'est ça dans toutes nos grandes entreprises clientes, la BNP, EDF, Vinci, etc. On est en train de déployer à plus grande échelle aujourd'hui. Je pense à une entreprise de Marseille avec laquelle je travaille en ce moment qui écrit son projet d'entreprise et la préoccupation du comité de direction, c'est une boîte dans le logement social, hein. Donc social par excellence. Et le social que l'on sert, on veut le muscler à l'interne. Et sa préoccupation, c'est comment amener le plus grand nombre de collaborateurs au passage à l'acte pour qu'ils fassent quelque chose de concret pour participer au mieux-être dans l'entreprise. C'est vachement compliqué, ça. C'est quoi votre réponse? Alors c'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai rencontré une grosse boîte, une boîte qui est au CAC 40, qui m'a dit, nous, le motto maintenant, c'est tous acteurs. Parce qu'en fait, ils avaient cette impression justement qu'il y avait des salariés qui se mettaient en retrait et ils attendaient. Alors maintenant, oui, leur objectif, comme votre entreprise à Marseille, c'est de bouger un peu tout le monde et de faire en sorte que chacun... Bouger chacun. Bouger chacun, oui. Oui, chacun de façon individuelle. Moi, je ne saurais pas vous dire, je ne pense pas qu'il y ait de recette miracle, parce qu'encore une fois, on touche à l'individu et donc aux individualités. Donc il y en a qui sont toujours plus proactifs que d'autres. Nous, l'objectif, c'est dans un premier temps de susciter la curiosité. La curiosité de se dire, en fait, moi, la première étape, c'est est-ce que moi, de façon individuelle, je peux, on va dire, sortir de ma zone de confort et aller faire un premier pas vers des nouveaux outils, vers des nouveaux moyens, vers mes collègues également. Je suppose que c'est une préoccupation aussi chez vous de partager avec chacun des 300. Vous êtes 300 ? Quasiment. En France, en tout cas, oui. Des 300, tu as le pouvoir de faire quelque chose et je te le donne. Ouais, si on veut que ça fonctionne, ça ne doit pas être un truc descendant, hein, ça doit être un truc collaboratif. Si on veut que les collaborateurs adhèrent à une stratégie, une culture, une démarche d'entreprise, il faut les rendre acteurs. On avait eu une médiation il y a quelques années où alors ça se passait très mal entre l'ensemble de l'équipe et le manager. On avait essayé de résoudre le problème, on n'avait pas réussi. C'était l'échec que j'évoquais tout à l'heure. Et on avait des collaborateurs qui disaient vous êtes la direction, proposez des solutions, quoi. C'était pas l'idée. L'idée, c'était que tout le monde se pose et qu'on essaye ensemble de s'ouvrir et de trouver des solutions. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Après, on peut le décliner. Hein, les objectifs aujourd'hui, je crois que c'est une des tendances de rendre le collaborateur acteur. On le voit réglementairement sur la formation. C'est le collaborateur qui est acteur avec tout un tas de dispositifs. Les objectifs des collaborateurs, on leur demande de les intégrer dans le système eux-mêmes. Donc c'est une action positive. C'est pas juste l'entreprise qui descend ça. Si on veut rendre les choses efficaces, il faut de la collaboration. Et en effet, rendre le collaborateur acteur est une clé. Quand on redescend, et je finirai par ça, les enquêtes sur la qualité de vie au travail, ou Great Place to Work par exemple, on se met fond de fauteuil. On donne une restitution et on attend qu'il y ait des suggestions et des propositions. C'est caricatural ce que je dis, mais c'est l'idée. On attend qu'il y ait des propositions et des suggestions de la part des collaborateurs. Et au fait, en une minute, votre marque employeur à vous? La marque de... Ouais, voilà. Décrivez-la, expliquez-la. Alors, on a une culture qui est assez forte, effectivement, qui est basée sur le respect de l'individu, sur l'ouverture, sur la collaboration. En fait, l'entreprise, ça a 40 ans d'ancienneté. Et alors moi, je viens, pour la petite histoire, d'une boîte qui avait connu un redressement judiciaire, donc avec des difficultés d'investissement, des difficultés de trésorerie, etc. Quand je suis rentré chez SAS, quelques temps plus tard, c'était totalement l'inverse. Et je lisais des déclarations du fondateur qui disait, voilà, l'élément clé chez nous, c'est le collaborateur. Mon boulot, c'est de faire en sorte que les collaborateurs reviennent le lendemain matin et reviennent motivés. Alors, ce n'est pas deux choses différentes, les objectifs business et les objectifs de l'entreprise, non pas de marque employeur, mais de qualité de vie au travail. C'est faire en sorte que le collaborateur qui croit dans le projet de l'entreprise s'investisse davantage, donc que les résultats soient meilleurs. C'est ça la philosophie de l'entreprise. Voilà, c'est le lien entre les deux. Vous avez pris le micro, c'est que vous avez envie de dire un truc. Oui, tout à l'heure, je rebondissais sur votre proposition, c'est qu'en fait, le médiateur, au-delà d'avoir travaillé la relation conflictuelle à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que la puissance de sortie de crise, le moment où on passe de l'adversité à la confiance, c'est lorsque l'on a accepté de regarder non pas les risques psychosociaux, mais les ressources psychosociales dont dispose l'entreprise et chaque individu dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment fondamental.
Il nous reste 5-8 minutes pour entendre quelques questions de la salle. Donc on va leur donner la parole aux uns et aux autres. Qui veut la prendre? Ou alors je la donne. Alors, l'écoute, vous en pensez quoi? Madame? Vous avez un truc à nous dire, non? Vous êtes? Moi, je suis Sarah Jouven, consultante à SIRH. Et oui, justement, on a un problème d'écoute en ce moment. Problème macro ou sur une cible? En fait, on est une start-up qui est essayant d'exister. On essaye d'en mettre en place un SIRH et on n'a pas encore de produit, mais on a déjà des problèmes en interne. C'est vraiment embêtant. Donc, c'est pas à moi de régler ça, mais effectivement, le contexte de travail crée ou défait une équipe. Et là, on ne sait pas comment avancer. Il faut que vous voyiez, lui. Hein. Oui, je pense que là, il y a urgence. Hein? C'est lui. C'est lui. OK. Alors, qui d'autre? Monsieur? Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Régis Tarot, société Primagaz. Nous lançons une démarche de marque employeur juste maintenant. Donc, on est sur une partie de diagnostic et on va travailler une plateforme en tout cas des messages. Le sujet de l'écoute est vraiment, il est central pour nous, mais c'est aussi un sujet à travailler. Donc je suis content de voir les différentes approches proposées. Oui. Et les outils, quoi. Ils nous proposent des solutions concrètes. Hein. Très bien. Sur ce que disait notre speaker juste avant cette table ronde, de l'engagement fort de la direction, halte à la marque employeur Alibi, vous, comment vous voyez les choses? Moi, je pense qu'effectivement, il faut vraiment être très concret et très sincère dans une compréhension de ce qui se passe au niveau des équipes, du management, des process, etc. Donc, on ne peut construire quelque chose de solide que sur un vrai diagnostic, quelque chose de vraiment abouti. Donc, voilà, nous, on souhaite le faire aussi de cette manière-là, effectivement. Bonne chance. Merci. C'est bon. Oui, pardon. Alors, on a parlé beaucoup d'écoute des collaborateurs, des salariés, des managers, mais je me pose la question de me dire qu'une entreprise, c'est aussi une organisation sous contrainte et que écouter ses collaborateurs, c'est très bien, les évaluer, leur demander, les interroger sur leur qualité de vie au travail, mais c'est aussi, d'un côté, leur faire comprendre que l'entreprise ne peut pas aussi tout leur apporter, tout leur solutionner, que ça soit en évolution de carrière, que ça soit en évolution de cadre de vie. Il y a de la performance. On l'a rappelé, les entreprises en général sont des entreprises commerciales, donc il y a du chiffre à faire, il y a des budgets à respecter. Et parfois aussi, c'est difficile à faire comprendre aux salariés que oui, on va essayer de faire le maximum, mais qu'on ne peut pas non plus leur promettre ce dont on n'a pas ni les moyens, ni la structure pour. Et du coup, écouter, c'est bien, mais aussi leur faire comprendre des choses, c'est aussi bien. Alors, les deux, mon adjudant, certainement. Qu'est-ce que répond l'auditeur? En fait, pour répondre un peu à la question, j'ai envie de rappeler l'un des mots les plus difficiles à prononcer de la langue française. Non. Je crois qu'en tant que manager, nous avons tous des managers qui ont des difficultés à utiliser ce petit terme qui est non. Mais pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, le non appelle quelque chose derrière. Sinon, c'est une logique d'autocrate, etc. Et derrière cette logique de quelque chose derrière, il y a aussi l'apprentissage quand on fait des choix que de savoir les justifier, que de savoir écouter aussi en tant que dirigeant ou en tant que j'ai été DRH moi-même pendant de nombreuses années, de dire pourquoi j'ai dit non et d'accepter d'être remis en cause. Ça, c'est un premier point.
Un deuxième point qui pour moi est important et que je voudrais... je ne vais pas dire que je ne suis pas d'accord, on est complètement sur la même longueur d'onde, mais c'est vrai que lorsqu'on met en place des enquêtes, on cherche à identifier tous les irritants sociaux. Mais moi, en tant qu'auditeur, ce que je cherche aussi, c'est à identifier les choses qui vont bien. Pourquoi ? Parce que d'une certaine façon, on a aussi la nécessité de faire prendre conscience à tout un ensemble de personnes qu'il y a des choses qui vont bien dans l'entreprise et dans l'organisation. Parce que sinon, on est tout le temps en train de se regarder le nombril et en train de se dire « ça va pas ». On joue à Calimero, en fait. Et de temps en temps, remettre en avant le fait qu'il y a des choses qui vont bien, qui sont sympathiques et des choses comme ça, ça déclenche, en fait, et ça devient une espèce de bras de levier pour résoudre des problèmes qui eux, sont plus compliqués. Quand on travaille, je pense, sur la médiation, certes, on va sur des éléments, et Bruno le fait assez souvent, on va sur des éléments qui sont complexes, on est appelé quand il y a une crise, quand ça ne va pas, mais si on arrive simplement en disant « ça ne va pas hein », bah oui, bah, à ce moment-là, je vais dire « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas ». Et on n'arrive pas à sortir de la spirale. Mettre en avant des choses qui vont bien, qui sont sympathiques, ça permet aussi de dire, en tant qu'auditeur social, de remettre un équilibre et de dire, il y a des choses qui ne vont pas, on va travailler dessus, mais il y a des choses qui vont bien et on va s'en servir comme d'un bras de levier. Allez, on va terminer avec vous, sauf s'il y a encore une... Oui, vous vouliez dire un truc, d'accord. Alors, il a envie de réagir. Allez-y. Et puis, notre grand témoin... Ah oui, madame aussi, bien sûr. Je pense qu'on est... Non, allez-y, allez-y. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas d'opposition, c'est identifier ce qui ne va pas bien, identifier ce qui va bien. Quand on fait des restitutions, d'ailleurs, on prend les questions au fur et à mesure, on dit voilà, les résultats sont ceux-là, c'est positif. Et d'ailleurs, on ne reste pas à se glorifier de ce qui est positif, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment susciter de la discussion. Et je pense que le mot-clé, il est susciter de la discussion. Effectivement, l'entreprise, c'est une boîte sous contrainte. Il faut dire non, il faut justifier. Ça, entièrement d'accord. On est Great Place to Work, on est top employeur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où on me dit sur des réponses négatives « Ah bah ouais, mais je croyais qu'on était Great Place to Work et top employeur ». C'est une mauvaise explication, ça. Hein. Donc il faut rentrer dans des éléments objectifs, contourner ça et puis passer à autre chose. C'est la clarté vis-à-vis du collaborateur qui est extrêmement importante dans ces cas-là. Madame et notre grand témoin pour terminer. Mais non, simplement rapidement, si l'objet de l'écoute, c'est de considérer qu'on va mettre sous le tapis le fait que l'entreprise est un milieu de contraintes, je veux dire, ça n'a pas de sens. Bon. En revanche, pour qu'on ait une adhésion, y compris des collaborateurs, de leurs représentants, de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise à un projet d'entreprise, sans écoute, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Donc je pense que cette dialectique-là, elle mérite d'être réfléchie pour des directeurs des relations sociales et des DRH dans les entreprises. Après, moi, il me semble qu'au regard des modalités que les uns et les autres, on a pu présenter ici, il y a au moins quelques aspects qui font repère commun. C'est que je pense que dans tous les cas, il faut qu'on ait des dispositifs où c'est une éthique, c'est une déontologie qui nous guide. Ça me paraît extrêmement important. Il faut du temps et il faut un processus. Et c'est parfois un peu compliqué pour l'entreprise de considérer qu'il faut dégager du temps et un processus. Et puis, il faut aussi un savoir-faire. Je partage ce que vous disiez sur les managers de proximité. Dans mon exemple, sur le fameux accord sur qualité de vie au travail, les représentants syndicaux, ils disent le problème qu'on a, c'est que nos managers de proximité, ils n'ont pas été préparés. Ils n'ont pas été préparés à ces réunions décentralisées où on discute avec les collaborateurs du travail. Alors, très vite, dernière intervention. Première, je voulais dire quand même que la boîte est représentée par Yannick, SAS Institute, personne ne sait que c'est le modèle de Google. Ça fait 20 ans que je connais cette boîte, 20 ans que je l'enseigne à HEC. Et ce qui est extraordinaire, tout le monde nous bassine avec l'expérience collaborateur de Google. Chez SAS, aux États-Unis et dans les pays où vous êtes implantés, il y a une vraie différenciation. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure de marque de différenciation, là, un vrai... Et d'ailleurs, c'est parti du leader. Moi qui l'ai rencontré, ce gars-là est arrivé avec... Je n'ai jamais vu un leader aussi modeste, aussi humble, tu vois. Hein, quand on rencontre son leader, il m'a donné 30 minutes, je n'ai eu que 30 minutes pour l'interroger. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quand on parle d'écoute collaborateur,
On en a parlé dans cette table ronde. Moi, il y a un point essentiel. Quand on fait des audits, quand on fait des enquêtes de Great Place to Work, on est souvent limité à des questions que j'appelle relativement fermées ou semi-fermées. Le vrai problème que nous avons, et heureusement, alors là, des solutions digitales commencent à émerger, c'est de récupérer du qualitatif, du vrai qualitatif. C'est-à-dire de trouver des verbatims. Mais il y en a aussi... Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent perdu énormément de matière parce qu'on oublie de bien traiter le verbatim. Or, c'est dans le verbatim, comme tu le disais tout à l'heure à table, où on va trouver des causes de certains phénomènes. Donc, savoir analyser. Et alors, quand on a 15 000 verbatims, c'est très compliqué à le faire à la main. Hein. Nous, quand on a fait des recherches... L'intelligence artificielle nous aide voilà, maintenant. Exactement. C'est ce que j'ai dit. On commence à avoir des solutions tout à fait intéressantes qui permettent de faire émerger des thématiques qu'on n'arrivait pas à avoir à la main. Et d'ailleurs, nos thèses de doctorat qu'on a pilotées pendant des années ne faisaient de l'analyse qualitative qu'en comptage de mots. Combien de fois j'ai le mot engagement? Eh ben, je l'ai 25 fois dans un texte, l'entreprise est engagée. Mais c'est complètement absurde. C'est pas parce que vous citez 25 fois le même mot que vous avez de l'engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les commentaires, enfin les verbatims, on arrive à retrouver le sens, là on a vraiment une matière très riche. C'est pour ça que la question de l'écoute, elle est centrale, pour moi, hein, quelles que soient les situations. Par contre, il faut avoir aussi des outils, c'est ce que vous disiez derrière. Merci beaucoup.